Merci infiniment à l'accueil que vous réserverez à mon nouvel oracle du Scarabée d'Or aux éditions Erol, à retrouver en librairie ou en ligne. Il est magnifiquement illustré par l'artiste Izumi Hidoya et il contient 44 cartes pour cheminer, ainsi que des explications, des rituels associés qui sont proposés dans son livret d'accompagnement qui fait 240 pages. Vous aurez également la possibilité de noter vos ressentis et vos guidances personnelles grâce au très mignon carnet qu'il contient, pour toutes vos notes. Cet oracle est divisé en 4 grands thèmes, avec 11 cartes à chaque fois, avec des symboles, des grandes figures messagères, des inspirations et des blessures émotionnelles. Il vous permettra de cheminer, je l'espère, pour renaître, être et devenir. Il est préfacé par la merveilleuse Natacha Calestrémé et vous pouvez dès à présent retrouver l'Oracle du Scarabée d'Or qui est publié aux éditions Erol chez votre libraire préféré ou en ligne. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai du mal à parler des belles choses qui m'arrivent. Avec mes amis, on se dit toujours qu'on a plutôt tendance à parler du négatif que du positif, parce que finalement, quand tout va bien, on n'a rien à dire et on ne va pas étaler notre bonheur sur la place publique. Pourtant, on a bien tort de penser ça. Apprendre à être positif, chérir ce qui nous fait du bien, le partager aux autres, en bref, activer le pouvoir de nos émotions positives pour se sentir mieux, créer un environnement meilleur et qui sait, pourquoi pas, un monde meilleur, c'est hyper important. Et c'est ce que propose mon invité du jour dans son livre au titre qui peut en faire rêver plus d'un ou plus d'une, I Feel Good, 5 étapes pour activer le pouvoir des émotions positives. Elle est conférencière, consultante, entrepreneure et experte en psychologie appliquée, et elle nous donne dans ce livre tous ces rituels pour faire régner en maître les émotions positives dans nos vies et nous permettre de presque toujours voir le verre à moitié plein. Bonjour et bienvenue Sarah Allard. Bonjour Agathe et bonjour à tous les auditeurs. Alors, comment t'es venue cette envie d'écrire ce livre ? Ça a commencé pendant le premier confinement, en mars 2020. Alors c'est vrai que les émotions, c'est un thème qui me passionne depuis toujours, notamment parce que moi, je suis très sensible. Et comme beaucoup de gens sensibles, j'ai compris qu'il était assez vital de m'occuper de ce sujet des émotions, mais pas seulement les émotions négatives, les positives également. Et en fait, pendant le premier confinement, je me suis dit... Je cherchais mon angle et en fait, la vie m'a apporté la réponse parce que je me suis retrouvée, j'étais enceinte de mon deuxième enfant, très nauséeuse et très fatiguée. Et puis, mon conjoint avait tous les symptômes du coronavirus, donc un peu panique à bord. Il était enfermé dans la chambre d'amis pendant 3 semaines. Et finalement, je me retrouvais à gérer mon fils comme je pouvais, qui avait 4 ans, à regarder le soir des séries sur Netflix plutôt pas très sympas. Le premier truc qui me venait sous la main. Et puis, je me suis retrouvée, ce qui m'arrive vraiment très rarement, je me suis retrouvée vraiment de plus en plus déprimée. Et je sentais qu'en plus, je commençais à contaminer mon entourage. Et je me suis dit, tiens, quand même, toi qui travailles là-dessus, tu devrais pouvoir trouver des solutions. Et déjà, qu'est-ce qui t'arrive ? Et en fait, j'ai compris qu'à ce moment-là, j'étais surtout en manque d'émotions positives. Parce que j'étais coupée, en fait, de toutes mes sources d'émotions positives habituelles, que ce soit les câlins avec mon amoureux, les promenades dans la nature, les sorties et les déjeuners avec mes copines, etc. Et tout ça, je pense que beaucoup de gens ont vécu des expériences un petit peu similaires. Et en fait, bien souvent, quand on est fatigué ou quand on est stressé ou quand on est déprimé, eh bien notre principal problème, c'est qu'on est en manque d'émotions positives. Et au lieu de mettre toute notre énergie à finalement se consacrer à se focaliser sur ce qui nous stresse et ce qui nous déprime, on devrait plutôt mettre notre énergie à créer les conditions qui vont justement favoriser ces émotions positives. Oui, alors vous dites que ça vous a étonné d'être un peu déprimé parce que vous n'êtes pas comme ça et parce que si vous travaillez beaucoup, c'est votre sujet, vous êtes certifié en psychologie positive, alors est-ce que vous pouvez... parce qu'on a dit qu'on se tutoyait. Oui. Est-ce que tu peux me dire rapidement ce que c'est la psychologie positive et qu'est-ce que ça t'a apporté à toi à la base ?
Oui, bien sûr. La psychologie positive, c'est une branche de la psychologie qui est née dans les années 80 et qui étudie finalement le bonheur, tout simplement, l'épanouissement de l'être humain, les conditions, les processus qui favorisent ça. En fait, ça, c'est surtout né à quelqu'un qui s'appelle Martin Seligman et il a fait le constat à ce moment-là que dans les années 80, que jusque-là, la psychologie s'était surtout occupée du côté obscur de l'être humain. Voilà, justement, de toutes nos pathologies. Alors ça, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'études là-dessus, sur les pathologies, sur la dépression, sur l'anxiété, mais il n'y avait pas beaucoup de choses sur finalement ce qui nous permet de nous épanouir, de fleurir en tant qu'être humain. Et donc finalement, c'est tout un pan comme ça de la psychologie qui est né. Et il y a des dizaines d'études chaque année qui sont passionnantes. Et c'est vrai que moi, mon travail et ce qui m'anime, c'est notamment de transférer ces études, toutes ces connaissances scientifiques au grand public, parce que c'est bien d'avoir toutes ces études, mais il faut appliquer tout ça dans sa vie quotidienne pour avoir des bénéfices qui peuvent être immenses. Donc, et ce qui m'a... Bon, moi, c'est tout un chemin personnel qui m'a amené à m'intéresser à ça, mais à un moment, je me suis retrouvée à un moment de ma vie avec pas à ma place. Je sentais que j'ai fait une école de commerce d'abord. J'ai commencé dans le conseil, après j'ai monté une start-up avec 4 associés, et puis à un moment, je sentais que j'étais vraiment pas à ma place. J'avais d'ailleurs plein de symptômes. Mon corps me le faisait savoir. Le corps, c'est toujours un bon GPS pour ça. Et puis, j'ai eu un peu un déclic quand j'ai entendu un entrepreneur qui disait si vous savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, regardez ce qu'il y a dans votre bibliothèque. Et dans ma bibliothèque, il y avait que des livres sur le bonheur. Donc, je me suis dit, c'est peut-être plus qu'un intérêt, une passion, c'est peut-être ça ma mission de vie. Et donc j'ai créé mon travail à partir de ça et de cette passion-là, et c'est aujourd'hui effectivement ce que je fais depuis maintenant 7 ans. Trouver sa voie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une émotion ? Tu nous disais que ton corps te faisait remarquer ce qui n'allait pas, et donc qu'est-ce que les émotions provoquent vraiment en nous ? Oui, les émotions, en fait, on a l'impression que c'est un truc un peu impalpable. En fait, quand il y a une émotion, il se passe plein de choses dans notre corps. Il se passe toujours quelque chose dans le corps. C'est la façon la plus facile de détecter notre état émotionnel, en fait, c'est d'écouter ce qu'il y a dans notre corps. Quand on est dans les émotions positives, bien souvent, on a une douce chaleur, on a des sensations agréables dans le corps, et puis on a aussi des pensées qui sont agréables et des comportements qui sont aussi sympathiques, ouverts, etc. Et quand on est dans des émotions négatives, on sent qu'il y a peut-être, on est crispé. D'ailleurs, il y a beaucoup d'expressions, j'en ai gros sur le cœur, etc. Et donc, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps. Et c'est ça qui nous indique souvent que là, on est passé de l'état calme, serein, heureux, à l'état pas calme, stressé, etc. Donc, écouter ça, c'est très intéressant, et on peut aussi observer nos pensées. Quand on se rend compte qu'on est en train d'avoir des pensées qui partent n'importe où, qui sont complètement dans le futur ou dans le passé, etc., souvent aussi, on est en train d'avoir une émotion peut-être négative. Donc, c'est intéressant d'écouter tous ces signaux-là, et c'est eux qui vont nous permettre de comprendre qu'il y a une émotion. Et tout justement les bienfaits des émotions positives dont on va peut-être reparler, on peut les ressentir que si on est vraiment dans une émotion authentique, et ça veut dire qu'on est bien dans son corps. Si on se dit ah non mais vraiment je vais très bien, là je suis vraiment dans la joie, mais on sent que le corps est complètement tendu et crispé, c'est pas possible. On est en train de se mentir. On est en train de se mentir et le corps ne ment pas. Voilà. Et tu dis pour autant dans ton livre qu'il ne faut pas chercher à bannir les émotions négatives, qu'elles sont aussi hyper importantes dans la vie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ça ? Oui, merci de poser cette question, c'est très important. C'est vrai que j'ai voulu faire la part belle aux émotions positives dans le livre, parce qu'on les oublie. C'est les grandes oubliées des livres sur les émotions et de la psychologie aussi souvent. Mais les émotions négatives sont très importante, et l'idée c'est surtout pas de les bannir, parce qu'il y a que les psychopathes et les cadavres qui n'en ont pas, donc on veut pas de ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, simplement il faut les considérer comme un message, comme une information. C'est un peu comme un panneau de signalisation qui nous dit stop ou qui nous dit attention danger. Il y a quelque chose à faire, il y a une action à mener pour retrouver mon bien-être. Donc il y a vraiment d'ailleurs une partie dans le livre où j'explique l'hygiène émotionnelle qu'on peut avoir, mais ce qui va être clé, c'est déjà de les identifier, d'essayer de mettre un mot sur ces émotions, de la façon, trouver le mot le plus juste possible. Peut-être je suis en colère, mais peut-être je peux aller plus loin. Est-ce que je suis agacée, irritée, furieux ? C'est pas pareil. Et puis ensuite, d'essayer de comprendre le besoin. Souvent, en fait, les émotions négatives, c'est juste un besoin non satisfait. Pourquoi je suis en colère là ? Peut-être parce que j'ai un sentiment d'injustice, peut-être tout simplement. Je travaille comme un dingue et je ne suis pas du tout reconnue pour mon travail, c'est injuste. Voilà, c'est d'aller comprendre le message et ensuite de dire quelle action je peux mener.
peut-être que j'ai besoin de parler à mon chef ou à mon conjoint, ou etc., pour qu'il y ait un changement qui soit fait. Et ça, c'est vraiment important de prendre cette habitude-là. Et c'est des messages qui nous permettent évidemment d'évoluer et de changer les choses pour le meilleur. Et prendre le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur pour ensuite mettre en place des choses qui vont permettre de changer cette émotion négative au final. Mais c'est vrai que tu disais que là, tu voulais faire la part belle aux émotions positives parce que, comme je le disais en introduction, on a plus tendance naturellement à parler du négatif, à dire ce qui ne va pas. Et toi, tu l'expliques dans le livre, tu dis il y a ce biais de négativité qui existe. Et c'est quoi alors ce biais de négativité ? Comment ça se passe en fait ? Alors comment ça se passe ? C'est un phénomène très largement partagé, hein, donc rassurons-nous, on est tous comme ça, l'être humain est fait comme ça, et c'est lié d'ailleurs à notre histoire, et c'est un mécanisme de survie à l'origine, hein, c'est que l'homme préhistorique avait intérêt à capter vraiment en priorité les éléments négatifs de son environnement. Le petit bruit là pouvait être le signe d'un guépard qui allait se jeter sur lui, donc c'était important. Mais aujourd'hui, on risque plus notre vie à chaque coin de rue, donc c'est beaucoup moins important, et même c'est important de passer outre. Et ce biais de négativité, c'est en fait tout simplement le fait qu'on a tendance à beaucoup plus se concentrer sur le négatif. Et donc, même si tout va bien dans notre vie, mais il y a un truc qui va pas, il y a toujours un truc qui va pas, je vous rassure, hein, c'est normal. Et bien, on va avoir tendance à se concentrer sur ce truc-là. Et ça, c'est vraiment, c'est intéressant d'en prendre conscience, en fait. Et dès qu'on a conscience de ce truc-là, mais en fait, je suis en train de me pourrir la vie pour un micro-détail, en fait. J'ai reçu un email, là, qui m'a un petit peu froissée, mais c'est un micro-détail. Enfin, qu'est-ce qui va bien dans ma vie ? Et souvent, ce petit rituel-là de faire la liste de ce qui va bien, moi, c'est un rituel que j'utilise beaucoup dès que je me mets dans ce mode-là, parce que ça m'arrive comme tout le monde. Et voilà, faites la liste de ce qui va bien dans votre vie. Peut-être vous êtes en bonne santé, vous avez un amoureux, vous avez des amis, au moins un ami sur qui vous pouvez compter, vous avez un toit, vous avez de quoi manger. Enfin, en fait, c'est une liste, je suis sûre que tout le monde a une liste très très longue de choses qui vont bien. Et c'est simplement se faire ce petit exercice dès qu'on est en train de basculer en mode négatif. C'est comme un peu un reset. Et c'est vraiment important de le faire parce que notre cerveau humain, il y a un psychologue qui s'appelle Rick Hanson qui dit le cerveau fonctionne vraiment comme du velcro avec le négatif et comme du téflon avec le positif. Donc on va retenir, par exemple dans une séance de feedback, on va nous dire plein de choses positives, mais un petit truc négatif, et bien le soir on va tourner en boucle voilà, sur le truc négatif. Et ça, c'est vraiment important du coup de remettre la lampe torche de notre attention sur tout ce qu'on nous a dit de positif et d'enthousiasmant et de ne pas rester sur le négatif. Oui, ça, c'est des choses auxquelles on peut faire quelque chose en prenant effectivement ce recul et en ayant conscience. Il y a aussi des stresseurs vraiment dans notre vie de tous les jours qui pour le coup, vraiment viennent faire naître en nous des mauvaises sensations. Apparemment, aujourd'hui, tu dis qu'il y a plus de 50 sources de stress par jour. On en subit 50 sources, alors que normalement, il en faudrait entre 5 et 7 par semaine. Comment on va faire pour contrer ça ? Tu parles à ce moment-là des hormones. Et c'est quoi le cocktail d'hormones qu'il faut mettre en place pour contrer le stress qui naît en nous ? Oui, alors il y a plusieurs choses. Déjà, quand même, petit exercice intéressant que je recommande à tous nos auditeurs, c'est de lister tous ces stresseurs et puis déjà d'en prendre conscience. On sait que rien que ça fait diminuer le stress. C'est quand même assez magique, simplement la prise de conscience. Et puis ensuite, de se demander qu'est-ce qu'on peut modifier dans tous ces stresseurs. Parce que bien souvent, on a tellement cette capacité d'adaptation qui est formidable, mais on a tendance à laisser traîner un certain nombre de stresseurs, y compris des petits irritants, mais qui s'accumulent comme ça pendant des mois, voire des années. Donc, ce qui est modifiable, il faut le traiter. Il y a une phrase que j'aime bien qui est si tu peux changer la situation, change-la. Si tu ne peux pas changer la situation, change d'état d'esprit. Mais c'est un autre sujet. Mais effectivement, on a des hormones, pour revenir au sujet des hormones, ces hormones qu'on appelle les hormones du bonheur, qui sont très puissantes. Et ça, je suis contente que tu poses cette question parce que pour moi, ça a été parmi les révélations quand même sur mon chemin personnel de développement qu'on a ce pouvoir de modifier la biochimie de notre cerveau et de notre corps. Ce qui est assez extraordinaire. En fait, on peut, avec des petites actions, finalement, sécréter ces hormones qui ont un impact énorme sur notre bien-être et sur notre santé et qui vont neutraliser en plus le cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, c'est quand même assez formidable. Donc, pour faire assez peut-être rapidement, je détaille tout ça dans tout un chapitre du livre, mais rapidement, on a la dopamine, qui est l'hormone de la motivation et du plaisir et qui nous dope. Et pour sécréter de la dopamine, petite chose toute simple, c'est d'avoir au moins une petite
petites victoires par jour, parce que on sécrète ça quand on a atteint un objectif. Donc, essayons chaque jour de se fixer un objectif et de l'atteindre. Ce qui peut nous aider aussi, c'est la nouveauté. Mettre de la nouveauté dans notre vie. Un nouveau plat, un nouvel aliment, un nouveau restaurant, une nouvelle façon de faire les choses, un nouveau trajet. Ça va beaucoup nous aider aussi à faire de la dopamine. Et puis tout ce qui a un résultat satisfaisant immédiat, comme le bricolage ou la cuisine, le ménage. Voilà, ce cadre qui n'est pas droit depuis 6 mois, le remettre droit et être content de se dire là c'est bon. Non mais par exemple quand on fait ses vitres et puis qu'elles sont hyper propres à la fin, hop, on a un shot de dopamine et ça c'est génial. Donc tout ça et de façon saine, parce qu'on peut aussi avoir de la dopamine en jouant au casino ou avec les points aux jeux vidéo, etc. Mais là ça crée aussi de la dépendance, donc il faut essayer de le faire de la bonne façon. Ensuite on a l'ocytocine évidemment, l'hormone des câlins, l'hormone de l'amour et de la confiance, donc les contacts physiques, les câlins, évidemment les rapports sexuels, etc. Tout ça nous fait de l'ocytocine, mais aussi, on sait qu'en ce moment c'est un peu compliqué parfois les rapports, le contact physique, donc aussi simplement le fait de faire des actes de gentillesse et de communiquer de façon positive, ça fait aussi de l'ocytocine. Ça donc marche aussi simplement d'appeler quelqu'un à qui on tient et de passer 5 minutes au téléphone à raconter juste la vie et à se dire que ça va. Exactement, et qu'on s'aime d'une façon ou d'une autre. Exactement, ça marche aussi et ça c'est important de le rappeler en ce moment parce qu'on est beaucoup coupé quand même de contact physique. Et puis ensuite on a donc la sérotonine, très importante la sérotonine. Beaucoup d'antidépresseurs fonctionnent en augmentant le taux de sérotonine dans notre cerveau. Donc c'est pas rien, c'est l'hormone du moral en fait, de la bonne humeur et du sommeil aussi. Et donc la sérotonine, ça, c'est pas très connu, mais on a besoin de se sentir utile et important pour sécréter de la sérotonine. Et donc finalement, une chose toute simple, un petit rituel, ça peut être à la fin de chaque journée ou de chaque semaine, de se dire pourquoi est-ce que je me sens fière, mais devant quelqu'un. C'est ça qui est un petit peu... c'est le petit twist. Donc ça peut être en équipe, ça peut être en couple, ça peut être avec un ami, se donner ce petit rituel-là. Et ça, c'est très important et très puissant. Et puis aussi, des activités comme le yoga, la cohérence cardiaque, la méditation, on sait que ça va aussi agir sur notre taux de sérotonine, donc très bien également. Et pour finir, les endorphines. Les endorphines, c'est l'hormone antidouleur et anti-stress. Et là, c'est l'activité physique, les étirements, mais ce qu'on ne sait pas trop, c'est qu'il faut varier pour que ça fonctionne et qu'on continue à avoir des endorphines. Si on fait toujours la même chose, oui, on s'habitue. Voilà, on s'habitue et on en sécrète moins. Donc ça, c'est un peu un souci. Et puis le rire, extraordinaire, le rire qui est un outil aussi anti-stress très puissant. Donc voilà, ces 4 hormones, c'est pas si compliqué et c'est très puissant. Oui, d'ailleurs, en parlant du rire, tu mentionnes à un moment un rituel avec le yoga du rire. C'est un peu le truc dont on entend parler parfois de loin. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Maintenant que le yoga est un peu rentré dans les têtes, le yoga du rire, ça paraît être un peu la prochaine étape. Mais c'est vrai que ça paraît un peu loufoque de loin. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu en quoi ça consiste, en fait ? Alors moi, j'adore le yoga du rire. En tant que participante, j'ai eu des séances absolument avec vraiment des fous rires extraordinaires. Mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là. En fait, on peut tous faire un peu de yoga du rire. C'est pour ça que j'ai mis un petit rituel tout simple. C'est simplement de se provoquer un rire, de se forcer un petit peu à rire au début. Donc voilà, et au début c'est bizarre. Et en fait, même si on fait juste finalement l'exercice physique de rire, mais il y a tout un tas de choses, de processus, de mécanismes qui se passent dans notre corps qu'on peut se dire, tiens, pendant un quart d'heure, là, pendant que je fais le ménage, justement, je vais essayer de rigoler en même temps. Et voilà, et voir ce que ça donne. Alors, au début, on va pas y arriver, et puis après, il y a plein d'autres petits exercices rigolos, mais en fait, on se force un petit peu au début, et puis finalement, ça peut prendre déjà, on peut avoir un vrai rire qui se déclenche, et même si c'est pas le cas, c'est pas grave, il y a tout un tas de bienfaits. Il paraît que 10 minutes de rire, c'est l'équivalent de 30 minutes de jogging, donc... C'est bon à savoir ça. Voilà, c'est bon à savoir. Ça fait travailler tout un tas de muscles dans notre corps, et ça nous fait sécréter notamment une grosse dose d'endorphine, mais aussi beaucoup d'autres hormones du bonheur. Oui, et d'ailleurs, c'est fou de se dire qu'on peut un petit peu mentir à son corps en provoquant tout ça. On sait aussi que se forcer à sourire, ça permet de se dire finalement qu'on est heureux. Presque, mais on est sur la bonne voie pour être heureux. Donc parfois, c'est vrai aussi, ou se mettre dans une certaine posture pour se dire, en fait, non, là, ça va, je suis en confiance, je vais me tenir droite et ça ira mieux. Donc c'est vrai qu'il y a un véritable pouvoir à un peu faire croire à son corps qu'on va bien pour le faire aller bien a posteriori. Exactement, c'est dingue l'impact en fait de notre corps sur nos émotions et sur notre mental. Et
il y a un phénomène qui s'appelle le feedback facial et corporel, c'est ce que tu décris, qui fait aussi partie des grosses révélations pour moi. C'est qu'effectivement, c'est pas tant mentir à notre corps, c'est se dire, d'enclencher quelque chose. Et on enclenche par exemple, effectivement, juste un sourire. Il y a une expérience qui s'appelle l'expérience du stylo. On se met un stylo dans la bouche pendant quelques minutes et on sait que ça va avoir un impact sur notre humeur. Tout simplement parce que ça envoie un signal à notre cerveau. Quand je me mets à sourire, ça envoie à mon cerveau le signal que j'ai des raisons de me réjouir. Et donc, je me sens encore mieux. Quand j'en veux, pareil pour les postures de pouvoir, c'est-à-dire certainement d'autres éléments. Hein. On sait que prendre une posture un peu à la Wonder Woman, et que je prends actuellement et que je prends toujours en interview parce que je trouve que c'est très, très important, eh bien, ça va augmenter notre niveau de confiance et réduire notre niveau de stress. Et ça, on peut le percevoir à travers le taux de testostérone, qui est un peu l'indicateur de la confiance, et puis de cortisol, indicateur de stress dans la salive. Et c'est pas négligeable. Hein. C'est en 2 minutes, moins 25% de stress quand même. C'est impressionnant. Donc, avant un entretien d'embauche, c'est peut-être le seul truc important à faire. Pendant un entretien d'embauche, on sait d'ailleurs que ça aussi, ça a été démontré par une chercheuse d'Harvard qui s'appelle Amy Cuddy, que quand des étudiants en entretien d'embauche prennent une posture de pouvoir, ils ont beaucoup plus de chances d'être recrutés. Déjà, ils ont plus confiance en eux, évidemment, mais en plus, ils sont perçus différemment par la personne en face. Donc ça, c'est hyper important. Donc, on sait qu'on peut enclencher ça chez nous, mais est-ce que tout le monde peut devenir optimiste, peut enclencher sa métamorphose émotionnelle? Par exemple, quelqu'un qui va être vraiment râleur ou qui va subir de plein fouet ce biais de la négativité, est-ce que finalement il y a un espoir pour cette personne de devenir quelqu'un de positif et un peu de solaire quelque part? Oui, il y a de l'espoir pour tout le monde. Ça, c'est la bonne nouvelle, et c'est vraiment une des découvertes pour moi les plus fascinantes de la psychologie sur ces dernières années, c'est qu'on peut changer notre personnalité. On n'est pas enfermé dans je suis déprimé, je suis anxieux, etc. Et ça, c'est extraordinaire. Par contre, il faut avoir envie de changer. Ça, c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui me disent d'ailleurs, moi j'adore râler, c'est comme ça, et j'ai pas du tout envie de changer. C'est mon moyen à moi et ça me va très bien. Il y a d'ailleurs même des gens qui me disent mais en plus il paraît que c'est bon, qu'on vit plus longtemps, etc. Alors oui, c'est vrai qu'il y a tout ça aussi. Alors c'est pas vrai, j'ai creusé quand même les études du coup. Rétablissons la vérité. Rétablissons la vérité, ce n'est pas vrai. Des études montrent que les personnes qui répriment leurs émotions, en effet, ont plus de risques de développer des maladies graves, et ça, on le sait. Mais par contre, ça veut pas dire qu'il faut râler toute la journée. Attention, il y a plein de moyens d'exprimer ses émotions, et aussi, si on est tout le temps en train de râler, c'est probablement qu'il y a un problème, et en plus, on fait du mal aux autres, parce qu'on contamine beaucoup les autres. Donc, il faut aussi penser aux autres dans ces cas-là, c'est pas seulement à soi. Mais il y a de l'espoir pour tout le monde, et avec un certain nombre de rituels, avec des efforts, en s'inspirant de ceux qui sont justement solaires et qui rayonnent ces émotions positives, souvent il suffit de faire comme, ou de faire comme si. C'est à nouveau toujours ce principe-là, ça marche extrêmement bien. Donc en ayant des réflexes et en faisant un certain nombre de rituels optimistes régulièrement, en faisant ressortir ses forces par exemple, en se forçant, pourquoi pas, se forçant c'est pas forcément le bon mot, mais en s'efforçant de le soir prendre quelques minutes pour identifier les éléments positifs de la journée, c'est un peu le fameux carnet de gratitude. Eh bien, on sait que notre cerveau, petit à petit, voit les choses plus positivement. J'ai des gens qui me disent, après des ateliers où je recommande ça, qui reviennent me voir des mois après et qui me disent au début, j'arrivais pas du tout à trouver quelque chose de positif, puis je le faisais même avec ma famille, on n'arrivait tous pas, parce qu'on est tous pareils, on est tous négatifs. Et puis, en fait, à force d'essayer de le faire tous les jours, de s'entraîner, eh bien, on arrivait à trouver 12 trucs positifs, on nous arrêtait plus. Et c'est vrai que c'est un entraînement. C'est comme un entraînement sportif. Donc, c'est exactement le même principe. Habituer son cerveau à voir autrement la vie et les choses qui s'y passent, en fait. Exactement. Tu mentionnais le fait de cet effet de contagion, de faire ressentir aux autres ce qu'on va ressentir soi-même. À quoi c'est dû cet effet-là, que effectivement, si on rentre dans une pièce où on sent que quelqu'un est sur les nerfs, on va finir par nous aussi être sur les nerfs sans trop savoir pourquoi? Alors, c'est une très bonne question que les scientifiques sont en train d'explorer et de comprendre. On a déjà des éléments, mais certainement pas tout. On sait qu'il y a les neurones miroirs, qui sont les neurones de l'empathie, qu'on appelle parfois les neurones Gandhi, qui font que si je te vois triste, moi aussi, mon visage va adopter la même expression que toi, à cause des neurones miroirs. Et à nouveau, feedback dont on a parlé tout à l'heure, mon cerveau va percevoir que j'ai des raisons d'être triste et je vais me sentir triste. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne.
les neurones miroirs. Et puis, il y a d'autres éléments, très probablement. Il y a aussi un phénomène probablement de bonnes ondes, mauvaises ondes. C'est quelque chose qui a été prouvé parce que finalement, notre cœur fonctionne un peu comme une radio, comme un émetteur radio. Et on sait qu'il y a un champ électrique qui est perceptible d'ailleurs autour de nous et que notre état émotionnel est encodé dans ce champ-là. Donc, quand je suis dans des émotions positives, par exemple de gratitude, probablement que ce champ-là, il influence déjà toutes mes cellules et puis probablement les personnes autour de moi aussi. Et il peut modifier à leur tour leur champ électrique. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'être exploré, en particulier par l'Institut HeartMath, qui est assez fascinant. Mais quand on dit quelqu'un émet des bonnes ondes ou des mauvaises ondes, on dit souvent ça, et probablement que ça correspond à une réalité scientifique. Oui, on le sent sans trop savoir d'où ça vient, comment ça se crée, mais c'est perceptible. Et aussi, on a remarqué qu'on avait souvent cette tendance à avoir du mal à être bienveillant envers soi, parce que c'est vrai qu'au final, là, si on s'imagine essayer de se mettre en marche pour devenir plus optimiste, il y a toujours un moment où, voilà, tu disais, c'est un entraînement du cerveau, ça va être compliqué, on va pas y arriver tout de suite. Et des fois, on va venir se taper sur les doigts et se dire « Non, mais attends, si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a un souci, c'est toi qui fais pas en sorte que ça marche. » Alors que si c'était quelqu'un d'autre qui nous présentait ça, on serait beaucoup plus bienveillant avec la personne en face. Et comment ça s'explique et comment on peut faire pour justement faire preuve de plus de bienveillance envers soi-même? Ça aussi, c'est un thème que j'adore. Merci, j'adore tes questions. Avec plaisir. Donc, effectivement, on a souvent tendance à être un peu dur avec soi-même, même parfois vulgaire, qu'est-ce que t'es con, etc. Et donc, c'est vraiment important d'apprendre à se traiter comme on le ferait avec notre meilleure amie. C'est déjà le bon réflexe, c'est ça. Est-ce que je dirais ça à ma meilleure amie ? Qu'est-ce que je lui dirais à ma meilleure amie ou à mon enfant que je chéris de façon inconditionnelle ? Qu'est-ce que je lui dirais s'il était en train de traverser ce que je traverse ? Eh bien, peut-être que je lui dirais, mais c'est normal. T'as fonctionné comme ça depuis des années, c'est normal que t'aies du mal à voir le positif, et puis regarde ta famille, et puis regarde... Enfin, qu'est-ce que je lui dirais ? Et en fait, ça, c'est vraiment important. Et peut-être se dire des phrases aussi, même si je suis comme ça, je m'aime et je m'accepte. Totalement et profondément. Ça peut être un peu des affirmations qu'on se répète et qui font du bien. Il y a aussi beaucoup de rituels, simplement de rituels que j'aime beaucoup, c'est le self-hug, qui a été aussi démontré scientifiquement, son impact a été démontré. C'est simplement se prendre dans les bras, et puis on peut imaginer peut-être qu'on prend dans les bras son petit enfant intérieur, qu'on lui apporte beaucoup de tendresse, de compassion, ou alors que c'est quelqu'un qu'on aime qui nous prend dans les bras et qui nous rappelle toute notre beauté d'être, etc. Parfois, on a besoin aussi de ça, de sortir un petit peu de nous. Oui, c'est exactement à quoi ça me faisait penser quand tu disais faut qu'on s'imagine ce qu'on dirait à notre meilleure amie. Donc c'est un peu mettre pause, sortir de soi et se dire ok, j'observe la situation comme quelqu'un d'extérieur et qu'est-ce que je dirais à cette personne qui s'avère être moi, mais exactement. Mais qui du coup permet d'avoir ce recul, quoi. Exactement. Et on peut aussi s'écrire une lettre d'autocompassion. Il y a un rituel comme ça guidé dans le livre, parce que je trouve que c'est aussi on a besoin aussi de recevoir des mots d'amour de soi-même, et ça fait du bien en fait. Et puis on se la met de côté, puis on se l'ouvre 2 mois plus tard ou 6 mois plus tard, et ça fait un bien fou. Et on a vraiment besoin de cette autocompassion et simplement se traiter comme son meilleur ami. Oui, parce que tu disais aussi tout à l'heure les contacts physiques qui permettent de libérer la sérotonine. L'ocytocine. J'avais une chance sur 3. C'était l'autre. Mais ça marche aussi donc avec le fait de se faire un câlin à soi-même. Donc, faut pas hésiter à être vraiment bienveillant et plein d'amour envers soi-même. Complètement. Moi, ça fait partie de mes rituels. Tous les matins, je commence par ça. Un rituel comme ça où je m'apporte beaucoup de tendresse et d'amour, et je change un petit peu. Mais après, j'imagine aussi tout l'amour que les autres m'envoient, y compris l'énergie du soleil et tout ce que... Et puis ensuite, j'imagine que je redispatche aussi beaucoup d'amour, et c'est la méditation de la bienveillance, notamment, qui est aussi un de mes rituels quotidiens que j'aime beaucoup, parce que j'aime bien le fait qu'on envoie de l'amour, mais aussi à soi-même, et puis aux autres, et puis tous les êtres vivants, et pourquoi pas à la Terre aussi. Et en fait, ça fait un bien fou de se mettre dans cet état de bienveillance et d'amour. Justement, tu parlais de tes rituels, et comme on arrive à la fin de cette interview, je vais prendre la balle au bond et je vais te demander quel est ton rituel favori dans le livre. Tu nous en donnes presque une 50aine, il me semble. Ça fait beaucoup. Ouais. Toi, c'est lequel ton rituel favori, celui qui va fonctionner à tous les coups pour toi ?
Alors, je les aime tous, sinon je les aurais pas mis. Je les utilise pas tous quotidiennement, évidemment, et ça dépend. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on a besoin de changer. C'est à nouveau la dopamine et le changement. C'est-à-dire que mes rituels, ils évoluent aussi en fonction de ce que je vis, en fonction des difficultés. Si je vis des périodes particulièrement stressantes, je vais faire beaucoup de cohérence cardiaque pour être sûre de neutraliser justement le cortisol, etc. Mais parmi mes rituels préférés, il y a effectivement le rituel matinal où je me prends dans les bras et puis j'imagine que je reçois de l'amour et je visualise que j'envoie aussi cette bienveillance et cet amour. Ça, j'aime beaucoup. Peut-être un petit sourire intérieur qui est un autre rituel que je mélange. Je mixe un peu des rituels. En fait, c'est ça qui est bien, en fait, c'est de s'approprier différents rituels et les mixer. Et puis, ce que j'aime aussi beaucoup, le journal de gratitude, je l'aime bien, mais c'est difficile dans la durée de le continuer. Moi, je fais des gratitudes, des marches de gratitude. C'est le thank you walk en anglais. C'est très puissant. Simplement, dès que je vais marcher au parc, je prends juste quelques minutes au début pour me rappeler toutes les raisons que j'ai d'être reconnaissante. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et je sens à ce moment-là, voilà, reconnaissante à nouveau, d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir des enfants en bonne santé, etc. Et je sens dans mon cœur vraiment qu'il se passe quelque chose à ce moment-là et je sais tout ce qui se libère, que c'est une décharge électrique et hormonale. En plus, je sais l'effet, je sais à quel point c'est bon et c'est comme un médicament. Quand on sait l'effet, ça marche encore mieux. Et donc, je sais à quel point c'est bon et je savoure vraiment pleinement tout ça. Donc, peut-être s'il fallait en revenir, mais à chacun ses goûts et à chacun aussi ses besoins du moment. Oui, et c'est ça qui est génial avec ton livre, c'est qu'effectivement, avec la variété énorme de rituels, on peut s'approprier ce qu'on veut et effectivement faire des petits mélanges. Merci Sarah pour ce partage de rituels, pour ta bonne humeur et tes conseils lumineux. On peut retrouver tous les autres rituels et plus encore comme des playlists musicales, des films, des jeux dans ton livre I Feel Good, 5 étapes pour activer le pouvoir des émotions positives, paru aux éditions Larousse. Et on peut aussi retrouver des tas de super bonus et d'outils sur ton site sarahallard.com/ifeelgood. Merci et puis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram @grainesdemétamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.